Bonjour tout le monde. Merci infiniment aux organisateurs de me donner cette opportunité de m'exprimer sur un sujet dont on ne parle pas beaucoup. C'est un sujet qui intéresse l'économie nationale. Nous sommes, qu'on le veuille ou pas, en dépit de tous les efforts qui se font depuis un certain temps pour diversifier notre économie et pour devenir un pays exportateur. Mais en attendant, il faut reconnaître que nous sommes un pays importateur par excellence. Nous ne sommes pas un pays chargeur, nous sommes un pays destinataire. Donc je parlerai de la problématique du commerce international et sous l'angle des risques liés à une opération ou aux opérations du commerce international, que ce soit à l'import ou à l'export. Certains vont dire qu'est-ce que font les assureurs dans le commerce international? Pourquoi est-ce que les assureurs parlent-ils des risques liés à une opération de commerce international alors que ce sont des assureurs qui délivrent les contrats d'assurance et qui indemnisent les sinistres en cas de survenance? Ben, je vous dis, les assureurs ne se limitent pas justement au seul rôle de délivrer des contrats d'assurance, des garanties d'assurance et de procéder au paiement des indemnités en cas de sinistre, mais les assureurs s'intéressent aussi aux activités sous l'angle des risques. Alors, je vais commencer par dire, dans le cadre du commerce international, tout le monde sait que plus de 80% ou 90% des transferts ou du commerce se fait par voie maritime. Donc nous parlerons beaucoup du transport maritime et des aléas liés donc aux opérations de transport maritime. Combien d'importateurs, combien d'opérateurs économiques algériens, après avoir commandé une marchandise, après avoir transféré le prix de la marchandise, et sa marchandise n'arrive jamais, parce que sa marchandise a été chargée sur un bateau qui n'est jamais arrivé au port de destination. Pour telle ou telle raison, on reviendra sur ça tout à l'heure. Combien d'opérateurs économiques ont reçu des marchandises dans un état où elle n'est plus utilisable? Combien d'opérateurs économiques qui reçoivent leur marchandise, dont la marchandise arrive au port de destination, mais que l'armateur exige le dépôt d'une caution bancaire ou le paiement d'un cash pour pouvoir la délivrer parce que le bateau, pendant la traversée maritime, a eu à connaître des problèmes et que l'armateur, le propriétaire du bateau, a engagé un certain nombre de dépenses. Combien de fois, dans nos ports, dans les ports algériens, les assureurs ou les réceptionnaires, les destinataires de marchandises ont procédé à des saisies conservatoires de bateaux et que ces saisies se sont soldées par un abandon par le propriétaire du bateau. Jusqu'à aujourd'hui, dans pas mal de nos ports, et nos amis gestionnaires des ports algériens le savent très bien, combien de ports enregistrent des abandons de bateaux, de navires par leurs propriétaires. Alors, toutes ces conséquences viennent du fait que, malheureusement, il faut le dire, nous n'accordons pas beaucoup d'importance à la négociation de contrats. Dans une opération d'importation ou d'exportation, bien sûr, mais nous parlons beaucoup plus d'importation pour les raisons que je viens de souligner. Une opération d'importation, une opération de commerce international est associée à plusieurs contrats. J'en cite au moins 3. C'est des contrats qui sont passés entre l'acheteur algérien et le chargeur étranger ou le fournisseur étranger. C'est des contrats qui sont régis par des dispositifs juridiques différents. Et c'est des contrats qui sont associés évidemment à des risques. Et ces risques, lorsqu'ils surviennent, occasionnent des pertes de marchandises, des pertes totales ou partielles, et évidemment engendre des préjudices pour l'opérateur économique. Donc toute transaction commerciale comporte des aléas. Les aléas sont nombreux, ils sont économiques, ils sont commerciaux, ils sont politiques, financiers et des aléas liés au transport maritime. Quel
quelles que soient les précautions que nous prenons, ces aléas ne sont jamais inexistants, donc il y a toujours un aléa résiduel. Évidemment, quand ces risques se transforment en perte, en préjudice, c'est l'opérateur économique qui, ou bien son assureur dans la plupart des cas, mais je vais dire une chose, c'est qu'en dépit de la présence de l'assurance, on ne remet jamais l'opérateur économique dans sa situation d'avant sinistre. Même si l'assurance intervient pour indemniser, il y a toujours des préjudices et des pertes que subissent les opérateurs économiques, notamment pour les entreprises qui interviennent sur des marchés concurrentiels. Dans le cas des activités, perdre une marchandise, perdre de la matière première, donc c'est enregistrer une difficulté d'approvisionner sa clientèle. Donc ça, c'est un préjudice que les assureurs ne prennent pas généralement en charge. Alors, un des contrats, le premier contrat que vous connaissez très bien, c'est le contrat de vente ou le contrat d'achat. Généralement, ça, tout le monde le sait, généralement les contrats internationaux sont négociés en utilisant ce qu'on appelle les incoterms. Les incoterms, tout le monde sait que ce sont des outils qui sont mis à la disposition des commerçants, des acteurs du commerce international par la CCI. Une des premières catégories de risques vient de l'utilisation de ces incoterms. Tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un pays destinataire, nous ne sommes pas un pays chargeur. Les incoterms qui sont mis en place par la Chambre de commerce internationale, c'est des incoterms qui favorisent beaucoup plus les pays chargeurs, les pays exportateurs, au détriment des pays destinataires. Je m'explique. Bon nombre de nos opérateurs pensent que le fait de mettre un incoterm sur un contrat le protège. Le fait de mettre coût et fret, ou CIF, ou FOB, le protège. C'est totalement fou. Si on ne prend pas le soin de savoir à l'avance que veut dire l'incoterm et quelles sont les choses que l'opérateur ou le juriste qui accompagne l'opérateur doit rajouter sur son contrat pour qu'il soit protégé réellement. Donc les incoterms, très brièvement, ce sont des termes du commerce international, ils sont utilisés de par le monde. Ça évite aux parties contractantes de prévoir des rédactions de contrats très longues. Donc c'est des outils très simples à utiliser, mais qui ne sont pas dénués de risques. Des exemples d'incoterms que vous connaissez très bien, donc c'est des termes, soit ex-work, c'est l'incoterm de vente, tous c'est des incoterms de vente au départ. Il faut faire attention. La plupart des incoterms qu'utilisent nos acheteurs sont des incoterms de vente au départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en termes de risque, la responsabilité du vendeur ou du fournisseur étranger se limite au port d'embarquement. Beaucoup d'opérateurs pensent qu'en utilisant par exemple le CIF, le coût Cost Insurance Freight, met à la charge du vendeur l'obligation de lui acheminer la marchandise jusqu'à destination et d'en assumer les conséquences des pertes, puisqu'il y a la clause assurance dedans. Ça aussi, c'est faux. L'incoterm CIF, c'est un incoterm qui oblige le fournisseur étranger à charger une marchandise sur un bateau au port de chargement convenu, à souscrire une assurance pour le compte de l'acheteur, mais généralement, si on met uniquement dans le contrat CIF, les fournisseurs étrangers s'arrangent toujours par souscrire des assurances qui ne couvrent pas grand-chose. Okay? Donc, si on n'enrichit pas, on ne prend pas la précaution d'enrichir l'incoterm, eh ben, tous les dommages qui peuvent survenir pendant la traversée et à l'arrivée pendant les opérations de déchargement sont à la charge du destinataire. Mais l'incoterm dont je voudrais vous parler le plus et qui est très utilisé par les opérateurs algériens, c'est l'incoterm coût et fret. Pourquoi? Nous utilisons le terme coût et fret. En fait, c'est un incoterm qui met à la charge de l'exportateur étranger l'obligation
de charger une marchandise qui a été commandée par l'importateur algérien sur un bateau qu'il aura lui-même affrété. Donc la charge du choix du navire incombe au fournisseur. Et généralement, c'est un incoterme très utilisé. Pourquoi? Vous savez tous que nos capacités de fret, les capacités nationales ne sont pas très importantes. Donc le transporteur maritime national ne couvre pas grand-chose, couvre à peine 6 à 7% des besoins du fret algérien. Et les lignes régulières ne fréquentent pas un certain nombre de ports. C'est pour ça que nos opérateurs donc utilisent souvent ce terme. Alors, ce terme, si on ne l'utilise pas avec un maximum de précaution, provoque des situations parfois désastreuses, à la fois pour l'opérateur économique et pour son assureur. Qui sont ces risques qui sont liés à cet incoterm? Ils sont en relation avec le choix du bateau, avec le choix du navire. Nous avons à enregistrer énormément de cas liés justement à une mauvaise utilisation de cet incoterm, notamment dans les produits de consommation. Je cite notamment le sucre. Les produits alimentaires sont généralement des produits boursiers. Les exportateurs étrangers ne pourront pas jouer sur le prix, jouent sur la clause fret. Donc pour obtenir un prix bas qui fera en sorte qu'ils puissent réaliser des marges importantes dans le cadre d'une opération d'exportation. Donc ils recourent souvent à l'affrètement de navires les vendeurs recourent souvent à l'affrètement de navires de qualité médiocre et appartenant surtout à des armateurs peu scrupuleux. Alors, ce recours à ce type d'affrètement se fait parce que le fret n'est pas disponible ou carrément parce que le fournisseur étranger veut réaliser des marges sur le fret au détriment de l'importateur algérien. Qu'est-ce qui se passe généralement quand une marchandise est chargée sur un bateau dépassant 20 ans d'âge, sur un bateau appartenant à un armateur insolvable? Qu'est-ce qui se passe généralement? Nous avons eu, de par notre petite expérience, à enregistrer des préjudices énormes, à la fois, je ne dis pas pour les assureurs parce que c'est leur métier, mais surtout pour l'économie nationale. Parce qu'une marchandise importée, c'est des devises transférées en amont de l'opération. Une des sources des risques, c'est que, s'agissant d'incoterms de vente au départ, dès que le fournisseur étranger procède au chargement de la marchandise, il se fait délivrer les documents attestant que la marchandise a réellement été chargée. Généralement, c'est des importations financées au moyen de lettres de crédit documentaire. Le fournisseur étranger charge la marchandise, obtient des documents et les présente à sa banque, la banque confirmatrice du crédit documentaire. Il se fait payer avant même que le navire ne prenne la mer. Donc le fournisseur est désintéressé. Tout ce qui peut arriver pendant la traversée est à la charge du destinataire. Donc, quand une marchandise est chargée sur un bateau vétuste, évidemment, il y a la probabilité pour qu'il y ait des pertes, pour qu'il y ait des sinistres, même si l'armateur est de bonne foi, sont élevés. Donc la marchandise, généralement, arrive dans un état où elle ne peut pas être utilisée par l'importateur ou par l'opérateur économique. Mais parfois, il se passe aussi des choses. Nous avons eu, et nous continuons à enregistrer, des pertes totales de marchandises parce que, je cite un exemple, l'équipage du navire, employé par un armateur insolvable, profite souvent de l'occasion de la présence d'une marchandise sur un bateau. Généralement, la marchandise coûte 20, 30, 40 fois le prix du bateau pour dérouter le navire et le bloquer dans un port donné.
et commencer à exiger du destinataire et de ses assureurs le paiement des salaires parce que l'armateur n'a pas payé l'équipage pendant des années. Donc, il profite de la présence d'une cargaison de valeur à bord pour commencer à faire monter les enchères. Il y a un autre phénomène aussi qui est lié à cette problématique du mauvais choix du bateau. Souvent, nous avons affaire à des bateaux vétustes et parfois, le dernier voyage de ce bateau, avant l'expiration de son certificat de classe, certificat de navigabilité, c'est comme le contrôle technique chez nous, automobile, l'armateur sait qu'à la fin de ce voyage, il sera obligé de présenter son navire à une société de classification pour renouveler son certificat. Généralement, pour l'obtention du renouvellement du certificat, les sociétés de classification exigent une remise en l'état du navire, exigent des réparations. Souvent des armateurs véreux, et nous avons vécu énormément de cas comme ça malheureusement, et nous continuons à les vivre. Ces armateurs profitent du dernier voyage pour qu'à mi-chemin, une fois le navire prend la route, le propriétaire, l'armateur, simule une panne de moteur. Simule une panne, soit un incendie. Pourquoi il simule? Parce que dans l'institution maritime, et ça les maritimistes le connaissent bien, le savent bien, il y a ce qu'on appelle les avaries communes. Les avaries communes, c'est les pertes ou les dommages communs. Pourquoi communs? On ne trouve ça que dans le transport maritime. Alors, quand le navire, au milieu de son voyage, du trajet, subit une panne, alors généralement, ils font appel à des sociétés de remorquage ou de sauvetage si c'est un incendie, ou autre, il fait appel à une société de sauvetage pour le remorquage du navire jusqu'à un port de refuge. Le navire arrive au port de refuge, donc il y a la société de sauvetage d'abord qui va réclamer une rémunération, et puis toutes les réparations que subira le navire jusqu'à sa remise en l'état pour pouvoir continuer le voyage. Alors toutes ces dépenses ne sont pas supportées uniquement par le propriétaire du navire, elles sont supportées par l'ensemble des parties qui contribuent, qui participent à l'expédition, ça veut dire y compris par l'importateur algérien. C'est très très difficile de prouver après, pour les experts, de prouver que l'armateur était de mauvaise foi. Parce que d'abord, il ne vous délivre pas la marchandise à l'arrivée jusqu'à ce que vous mettiez en place une caution bancaire, une garantie bancaire ou bien un paiement cash. Donc tout ça, c'est des risques qui viennent d'une absence de précaution lorsque on négocie les contrats de vente ou les contrats d'achat. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Une troisième catégorie des risques, c'est des risques liés. Donc, nous passons du contrat de vente ou du contrat d'achat. Pour vous dire, une défaillance dans la négociation du contrat de vente peut se terminer par des pertes de marchandises, par des préjudices financiers. Le deuxième contrat, c'est le contrat de transport maritime. Donc, c'est le contrat qui vient se greffer donc, au contrat d'achat ou au contrat de vente. Le contrat de transport également n'est pas dénué de risques. Ce qu'il faut savoir, c'est que le transporteur maritime, le transport maritime est régi par des conventions internationales et que les droits internes adaptent en quelque sorte. Les conventions internationales sont faites justement pour arranger les affaires des transporteurs maritimes qui constituent un lobby très fort, très puissant à l'échelle mondiale. Et souvent au détriment des importateurs ou des opérateurs donc, du commerce international. Quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention en application du contrat de transport? Le transport maritime est un droit spécial. Ça ne relève pas du droit commun. Le transporteur maritime a le droit
en matière de droit commun, pour les juristes, celui qui commet une faute, celui qui cause des dommages à autrui, a l'obligation de réparer ces dommages intégralement. Nous sommes dans le droit commun. Quiconque cause des dommages à autrui a l'obligation de réparer intégralement les dommages. Vous cassez une voiture à quelqu'un, vous êtes obligé de réparer intégralement. Vous cassez, vous détruisez un bien de quelqu'un, vous êtes obligé de réparer intégralement ce bien, évidemment si la personne arrive à apporter la preuve que c'est par votre fait que son bien a été endommagé. Ce n'est pas exactement la même chose en matière de responsabilité du transporteur maritime. Le transporteur maritime de marchandises a le droit de limiter sa responsabilité. Les conventions internationales lui donnent le droit de limiter ses responsabilités de différentes manières. Il a le droit de limiter sa responsabilité pour un certain nombre de faits dommageables. Okay? Tous les événements majeurs qui se produisent pendant le transporteur maritime n'impliquent pas la responsabilité du transporteur. Ça veut dire que vous pouvez, en tant qu'opérateur, enregistrer la perte totale de votre marchandise sans que vous n'ayez le droit de vous retourner contre le transporteur maritime parce qu'il fait valoir un cas d'exonération de responsabilité. Un incendie en mer qui provoque la perte totale de la marchandise exonère le transporteur maritime de sa responsabilité. Un naufrage du bateau exonère évidemment. Une collision entre deux bateaux, c'est des événements dits majeurs, exonère le transporteur maritime de sa responsabilité. Donc nous pouvons nous retrouver dans une situation où il y a perte totale ou partielle de la marchandise sans pour autant avoir la possibilité de rechercher la responsabilité du transporteur. Le deuxième cas d'exonération, c'est que quel que soit le préjudice financier causé aux marchandises, le transporteur maritime a le droit de limiter sa responsabilité en montant. Les conventions internationales donnent la possibilité au transporteur maritime de limiter sa responsabilité à 2 DTS au kilogramme ou bien à 600 DTS par colis. Okay? Si vous subissez un dommage de 2 millions de dollars et que vous appliquez ces limites de responsabilité, ça vous donne 300-400 dollars. Donc le transporteur maritime ne peut vous verser, en étant responsable, ne peut vous verser que un dixième ou un vingtième de la valeur de la perte. Tout ça, c'est des risques liés à l'opération de commerce international. On verra tout à l'heure et qui justifie amplement la souscription d'un contrat d'assurance. Parce que, en cas de sinistre, votre assureur vous indemnisera intégralement, bien sûr. Alors, quelles sont les précautions qu'il faut prendre? C'est, bien sûr, de privilégier les navires de ligne régulière, parce que les navires de ligne régulière, les armateurs sont connus, ils reviennent souvent sur le même port. Par contre, dans les opérations quand vous louez un bateau qui ne revient pas souvent, généralement le transport maritime est organisé en un système appelé One Ship, One Company. Les armateurs s'arrangent toujours pour ne pas avoir de société qui utilise plus d'un navire. Okay? Pourquoi? Parce que justement, en termes d'organisation, nos sociétés maritimes, les sociétés maritimes algériennes, ne sont pas organisées de la même manière que les sociétés maritimes étrangères, tout simplement parce que quand vous êtes propriétaire de plusieurs navires et qu'un de vos navires cause des dommages à un autre navire ou à une marchandise, votre responsabilité en tant que propriétaire est engagée. Donc, on peut vous saisir soit le navire qui est incriminé à travers n'importe quel du monde, ou bien tout un navire vous appartenant. Donc, vous donnez une sécurité à vos créanciers de pouvoir saisir un de vos navires. Donc, c'est pour ça que la plupart des armateurs, à l'échelle mondiale, s'organisent pour créer pour chaque navire une société distincte, pour éviter justement les problèmes de saisie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on négocie un contrat de vente ou un contrat d'achat? C'est de ne pas se limiter à mettre uniquement l'Incoterm, c'est de continuer à l'enrichir. Donc, privilégier les navires de moins de 16 ans d'âge,
disposant de certificats de navigabilité, évidemment, classés par une société de classification. Très bien, je termine. Et affiliés à un club de protection. Le club de protection, c'est des clubs qui assurent les navires. Alors, 2 mots pour terminer. Vous voyez que le monde du commerce international est un monde plein de risques et que les opérateurs économiques nationaux doivent absolument faire attention. D'où donc l'intérêt de l'assurance. Pourquoi m'assurer? Il y a des opérateurs qui se posent des questions sur... parce que l'assurance n'est pas obligatoire, les importateurs ne sont pas obligés de s'assurer. Ils se posent parfois la question, dès lors que la responsabilité du transporteur peut être à rechercher dans tous les cas, ce dernier dispose d'une assurance, donc je peux me retourner contre le transporteur maritime. Or, c'est faux, ce n'est pas un bon raisonnement, parce que même si vous vous retournez, le transporteur maritime peut faire valoir son exonération, il peut limiter sa responsabilité. Il peut dire aussi, alors que j'ai intérêt à faire souscrire l'assurance par mon fournisseur étranger, comme ça je suis protégé. La réponse aussi est faux parce que le fournisseur étranger ne vous souscrive jamais des assurances globales, complètes, qui couvrent tous les aléas. Alors que mes marchandises sont robustes et résistent aux aléas du transport, quand vous importez du rang à béton, vous pouvez vous dire que je n'ai pas besoin d'assurance. Si, vous avez besoin d'assurance parce que votre marchandise, même si elle arrive en bon état, vous pouvez être appelé à contribuer à des dépenses de réparation en cas d'avarie commune. L'assurance donc me permet d'être indemnisé sans recherche de responsabilité. En cas d'avarie commune, c'est mon assureur qui se charge de toutes les formalités, notamment le dépôt des cautions bancaires. En cas d'interruption de voyage, mon assureur peut m'assister pour le transportement et la suite de l'affrètement. Ma proximité géographique avec mon assureur, c'est un assureur national, me permet une prise en charge plus facile de mes réclamations et je vous remercie de votre attention. Merci. 3 minutes de débat, éventuellement, s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Non. Bah, très bien. Parfait. Pas de questions. Bah, ça a été apparemment très clair. Soit j'ai bien expliqué, soit j'ai pas du tout bien expliqué. Non, je pense que c'est la première. Merci. Merci à vous. Merci et bravo d'avoir respecté ce timing.